Bonjour Victor Castanet. Bonjour Maya, merci pour votre invitation. Merci à vous d'être ici ce matin. Vous publiez cette semaine une version poche des Fossoyeurs augmentée de 10 chapitres dans lesquels vous racontez les pressions subies mais aussi les manœuvres politiques avant la publication de l'enquête en janvier 2022. Le livre est sorti mercredi, 2 jours après. Hier, vous avez débattu sur France Info avec le ministre des Solidarités, Jean-Christophe Combe. Diriez-vous que c'est la réponse du gouvernement, de la Macronie, que vous accusez d'avoir caché la poussière sous le tapis ? Alors oui, je raconte dans ces chapitres inédits, je raconte à la fois comment une société cotée en bourse peut manipuler l'information, et puis j'essaye de raconter les suites politiques. Et donc à ce moment-là, j'ai plusieurs témoins qui m'expliquent, qui me racontent, qui témoignent du fait qu'une partie de la Macronie a effectivement essayé de mettre ce sujet sous le tapis. Dans les semaines, les mois qui ont suivi la publication, parce qu'on était en pleine période électorale. Et à ce moment-là, si vous voulez, une partie des députés LREM ont le sentiment que Emmanuel Macron n'a pas de bilan sur ce sujet. Il a plusieurs fois promis une loi grand âge en 2018, quand déjà il y avait eu des alertes, des grèves et des reportages signalant des dysfonctionnements. Il a ensuite promis en 2020. À chaque fois, cette loi grand âge est décalée. Et on peut imaginer que si elle avait été mise en place quelques années plus tôt, peut-être certaines dérives d'Orpea auraient été stoppées plus tôt. Donc je pense qu'il y a le sentiment d'une responsabilité gouvernementale. Et donc effectivement, je raconte comment on a accéléré certains processus et annulé d'autres, notamment la commission d'enquête parlementaire, où une députée LREM, Annie Vidal en l'occurrence, me raconte qu'elle voulait une commission d'enquête parlementaire, comme l'ensemble des députés de tout bord politique qui souhaitent ça. Donc il y a une tribune qui est signée, Madame Vidal signe cette tribune, et donc elle raconte ensuite qu'elle va être prise à partie violemment par plusieurs députés qui lui disent qu'elle n'a plus rien à faire dans le parti et qu'elle a agi contre le président de la République. Donc ça raconte ça, comment à haut niveau on s'est inquiété pendant cette campagne présidentielle. Mais là, ce débat qui a eu lieu hier avec les solidarités, vous dites quoi ? Enfin ? On en parle Si vous voulez, c'est pour ça aussi que j'ai fait des chapitres inédits et que je sors ce livre aujourd'hui augmenté. C'est pour qu'on en reparle. C'est ça. Et essayer de faire le bilan 1 an après de ce qui a été fait. Et si vous voulez, on ne peut pas dire que rien n'a été fait, mais ce qui est sûr, c'est que tout reste à faire. Ouais. Ce qui a été fait, c'est que... On va en parler juste. On va rappeler qu'il y a 1 an, ce livre a fait l'effet d'une bombe. Dans cette enquête sur les EHPAD Orpea, vous dénonciez les détournements de fonds publics du groupe, l'obsession pour la rentabilité au détriment des résidents, souvent maltraités. Vous expliquez aussi, au-delà des manœuvres politiques, que ce livre s'est accompagné, la sortie du livre s'est accompagnée de pression. On est dans le roman d'espionnage. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots ? Alors, je voulais raconter comment une société cotée en bourse met en place un certain nombre d'acteurs de l'ombre pour manipuler l'information, allumer des contre-feux, brouiller les pistes. Et ça me semble important pour le grand public parce que vous avez parfois des informations qui vous arrivent dans les médias et vous ne savez pas qui est derrière. Et donc je raconte comment des sociétés d'intelligence économique ont été missionnées. Elles sont là pour obtenir des informations sur moi, sur le contenu du livre, pour identifier les sources. Ça, c'est la première chose. Après, vous avez dû vous cacher le livre. Enfin, non, c'est-à-dire qu'il faut travailler dans le secret. Ça, c'est sûr. On travaille sous embargo pour pas qu'il y ait de fuite. Et il y a un nombre très restreint de personnes qui sont au courant. Même au sein de mon éditeur, à l'époque Fayard, on est une toute petite équipe à être au courant de la sortie du livre. Donc effectivement, vous êtes dans la discrétion pendant plusieurs mois et vous savez que certains acteurs essayent d'obtenir des informations. La deuxième chose, c'est que vous avez des sociétés de communication de crise, en l'occurrence Imachette, et qui sont là pour mettre en place une communication de crise avant et pendant la sortie du livre. Et donc je raconte notamment, un point qui me paraît intéressant, c'est qu'ils mettent en place un sondage Odoxa, peu après que j'ai envoyé mes questions à l'été 2021, où ils vont sonder dans plusieurs pays européens plus de 5000 personnes sur le bien vieillir. Évidemment, les réponses, c'est globalement, on vieillit mieux en France qu'ailleurs, et les EHPAD, c'est pas le problème, c'est plutôt la solution. C'est un peu ça, en gros, ce qui est raconté. Ce sondage, il est diffusé dans l'émission Les Informés sur France Info, avec la patronne d'Odoxa, 2 jours avant l'apparition des Bonnes Feuilles du Monde. Et si vous voulez, à ce moment-là, c'est évidemment pour essayer d'atténuer l'impact de l'enquête à paraître, et ni le grand public, ni les journalistes en plateau ne sont au courant que derrière c'est une manœuvre de communication. Évidemment, s'ils avaient su,
ils auraient traité l'information différemment. Donc ça me paraît important pour ça. Et puis je raconte un autre point, notamment un sondage qui a été mis en place dans l'émission TPMP peu après la sortie du livre, où là on apprend que c'est une société de réputation digitale, des hackers, qui ont manipulé les résultats des sondages et inversé totalement les votes. Vous nous disiez... Tout reste à faire, mais des choses ont été faites. Un an après ces révélations, qu'est-ce qui a changé, notamment chez Orpea ? Alors, chez Orpea, ce qui a changé, c'est le système tel que je le décris dans le livre, qui est un système d'optimisation des coûts extrêmement brutal et, ça qu'il faut rappeler, un système de détournement d'argent public. Orpea, avec des systèmes financiers, notamment les marges arrière, captait une partie de l'argent public qui était alloué aux produits de santé et les mettait dans les caisses du groupe et enlevait des postes de soignants, entre 2 et 4 par résidence, et mettait l'argent dans les caisses du groupe. Donc, il détournait de l'argent public. Ce système-là a été stoppé. Donc ça, c'est une bonne chose. Le management toxique de l'ancienne direction a été stoppé. Toutes les fraudes au droit du travail, la discrimination syndicale, les CDD abusifs, les licenciements massifs pour faute grave sans aucun motif, tout ça a été stoppé. Donc, si vous voulez, le système maltraitant de l'ancienne direction a été stoppé. D'ailleurs, 34 dirigeants de l'ancienne direction ont été licenciés pour faute grave. Après, il y a encore un énorme défi pour Orpea et pour la nouvelle direction, c'est le recrutement. C'est-à-dire qu'il n'y a toujours pas assez de soignants chez Orpea. Et Orpea, évidemment, et comme d'autres groupes, ont un déficit d'attractivité énorme. Donc ça, c'est le chantier de demain. Et c'était un peu ma discussion avec M. Combes hier. C'est là une réponse gouvernementale qui va faire que ça va changer. Sans ça ne changera pas. Il a annoncé des mesures d'ici la fin de l'année. Mais c'est vrai que votre livre dénonce les pratiques d'Orpea. Bien au-delà, il interroge sur la prise en charge de nos aînés dans les EHPAD publics comme privés. Vous êtes toujours, vous, en lien avec des soignants et des résidents. Est-ce que vous direz que le lien de confiance, il est rompu entre peut-être les familles, les soignants, les directions ? Alors, ça dépend évidemment des résidences. Il y a plein de résidences en France où ça se passe très bien, et c'est aussi important où vous avez des équipes exceptionnelles, extrêmement engagées dans leur travail. Donc, il y a, moi je vois d'ailleurs souvent des résidences où il y a des lieux de vie exceptionnels et des liens très forts entre les soignants et les résidents. Mais oui, de manière générale, ce livre a provoqué une crise de confiance aussi. Moi, je parle d'Orpea, d'un groupe qui était leader mondial et de ses dérives qui racontent les défaillances de l'État, notamment au niveau des contrôles. Mais évidemment, si ça a eu un impact plus large, plus global, c'est parce que je pense qu'ailleurs, des familles ont senti, elles aussi, des dysfonctionnements, que ça soit dans le privé, dans le public ou dans l'associatif. Ce livre, c'est 3 ans de votre vie. Est-ce que cette enquête, elle a changé aussi votre perception du grand âge et la place que nous accordons à nos aînés ? Oui, c'est sûr. C'est-à-dire, moi, pendant que j'écrivais ce livre, j'avais mon grand-père qui était en fin de vie, qui est décédé il y a quelques semaines. Et ça me questionnait moi-même en permanence sur ma propre responsabilité et sur le fait que sur le temps que je pouvais passer avec mon grand-père. Et c'est vrai qu'on a des vies très occupées et on se pose toujours la question de savoir si on donne assez de temps à nos aînés. Ça, c'est une certitude. Merci beaucoup, Victor Merci Cassouly, d'être venu ce matin.